Je m'appelle Roland Recht, j'ai été professeur au Collège de France jusqu'en 2012. J'ai dirigé les musées de Strasbourg pendant 8 ans. Je suis né en 41. 41, ce sont des tristes souvenirs pour tous, je pense, tous les gens d'ici. Et 41, c'était un moment où, évidemment, il ne s'agissait pas de faire autrement que de parler le dialecte. Donc mes parents étaient tous les deux dialectophones, m'ont appris le dialecte. Et indiscutablement, le fait d'apprendre le dialecte, de parler le dialecte pendant quelques années, en tout cas avant ma scolarité, je n'avais que cette pratique linguistique, faisait sans doute que je devais me sentir proche de quelque chose. Alors, est-ce que j'étais alsacien à ce moment-là? Je ne pense pas. Même si j'avais été un peu plus âgé, je ne pense pas que je me serais senti alsacien non plus, parce que c'était un étau, de tous les points de vue. Donc, je ne pense pas. Alors, à partir de quand, si c'est le cas, à partir de quand je me suis senti alsacien? Peut-être que je peux me poser la question comme ça. À vrai dire, je ne sais pas très bien comment répondre là. Oui, évidemment, c'est un ensemble de choses qui font que il y a sans doute une région qui s'appelle l'Alsace, mais comme beaucoup de gens le savent, qui a connu beaucoup de vicissitudes à travers l'histoire et dont les frontières même n'étaient pas nettes. Donc, alors l'Alsace, c'est quoi? C'est une entité qui pour moi est essentiellement géographique, plus géographique qu'historique. Et cette géographie, je dirais, c'est un certain type de paysage. Pour moi, c'est le vignoble, l'espèce de géométrie extraordinaire qu'introduit le vignoble dans le paysage. C'est une architecture très diversifiée. C'est très certainement le Rhin, qui joue un très grand rôle dans ma vie et dans mon imaginaire. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est l'Alsace. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on peut définir l'Alsace? Je ne suis pas sûr que ce soit D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit une définition. C'est un ensemble de sentiments, d'impressions, de souvenirs. Et aujourd'hui, la question devient très compliquée. Parce que je dirais que l'Alsace, avec la manière dont les hommes politiques agitent cette notion, je pense qu'au lieu d'apporter de la clarté, ça apporte de plus en plus de confusion. Donc je préfère revenir à une sorte de sentiment propre, personnel, profond, qui est attaché à un tas de choses, mais j'ai parfois l'impression que c'est un peu par hasard qu'on appelle ça l'Alsace. Et c'est vrai que je dis que je suis originaire d'Alsace si on me demande à l'étranger ou dans une autre région de France d'où je viens. Mais je le dis que si on m'interroge. Si on me dit qu'êtes-vous, je dirais d'abord je suis français. À la rigueur, je dirais que je suis européen. Mais alsacien, ça ne me vient pas tellement à l'esprit, parce que je ne pense pas que ce soit pour moi, en tout cas, une définition d'une partie de moi. Ça, dans le Grand Est. C'est encore un de ces débats qui agite beaucoup de monde. À vrai dire, ce Grand Est m'a paru, dès le départ, une drôle d'idée. Alors qu'ensuite on s'échauffe à ce point de dire il faut qu'on ait quand même une reconnaissance propre. Là, je trouve que les opinions les plus absurdes, les plus aberrantes se sont exprimées. Et ce débat-là ne me touche pas, ne me concerne pas vraiment. Je précise quand même une chose. Mon activité d'enseignant, je ne parle pas de la direction des musées de Strasbourg, mais quand j'étais professeur à Dijon, ou quand j'étais professeur au Collège de France à Paris, donc, j'ai toujours continué de vivre en Alsace. En fait, j'ai jamais quitté l'Alsace. J'avais des pieds-à-terre, bien entendu, ailleurs, mais l'Alsace a été toujours l'espèce de point d'attache central. Et
c'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, hein. Je pense que c'est cet ancrage que j'ai toujours beaucoup aimé, que je continue d'aimer. Il n'est pas question pour moi de quitter cet endroit où j'habite. On peut donner l'exemple connu du Sturm und Drang. Est-ce que le Sturm und Drang, Goethe, Lerse, tout cela n'était pas possible ici et pas de l'autre côté du Rhin? Pourquoi ça s'est passé là, hein? Il y a peut-être là dans une sorte de, je dirais presque d'émulation particulière, d'excitation au sens nerveux, enfin neuronal, des esprits qui se sentaient suffisamment distants de leur ville d'origine, de leur pays de leur région d'origine, et suffisamment proches encore. Et c'est à la fois proximité et éloignement que Strasbourg permettait au milieu du XVIIIe siècle. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles un mouvement de cette ampleur a pu prendre naissance, il me semble. S'il y a un génie du lieu, il me semble évident qu'il doit y avoir un génie du peuple. C'est-à-dire que des pratiques sociales particulières, une sociabilité spécifique, c'est-à-dire, soit dit en passant, cette sociabilité-là que Herder et Goethe avaient tellement appréciée quand ils sont venus à Strasbourg. Bon. Donc je pense qu'il y a évidemment une imprégnation par ce génie du lieu de quelque chose qui va prendre, qui va se développer, qui va comme un filon comme ça à l'intérieur de la société alsacienne et strasbourgeoise. Ça me paraît clair, mais en même temps, ce ne sont que des... Nous n'avons en retour de cela qu'à travers la création de personnalités plus fortes, si vous voulez. Construction de l'esprit qui repose sur, je crois, beaucoup d'expériences singulières, des hommes qui sont venus enseigner ici, ou qui sont venus écrire ici, ou qui sont partis pour écrire, etc. Enfin, je crois que c'est tout à fait... Ça, j'y crois vraiment beaucoup. Ce qui, me semble-t-il, se passait à ce moment-là aussi bien, pensons à l'époque de ce magnifique récit de Tristan et Iseult, hein, qui est composé ici, vraisemblablement. Enfin, si c'est pas à Strasbourg, c'est pas très loin. Au XIIIe siècle, pensons à ce qui se passe pour la mystique au cours du XIVe, Suso, évidemment Maître Eckhart. Et on a l'impression que là, comme au XVIIIe ensuite pour le Sturm und Drang, comme pour l'époque de Büchner, comme plus tard encore, autour de 1900, il y a une sorte de cristallisation qui est possible. Et cette cristallisation, en général, elle ne vient pas comme ça du tréfonds de la ville, elle vient de personnalités très fortes. Et ces personnalités, permettent de coaguler quelque chose. Et alors, là, je crois vraiment que c'est Strasbourg, en tant que... Alors, comment dire cela en tant que lieu de convergence, en fait. Tout comme il y a une architecture qui est... pensez tout simplement à la cathédrale. Comment l'architecture de la cathédrale est à la fois, par certains moments, issue de l'Île-de-France, du domaine royal, à d'autres moments plutôt de la Champagne, à d'autres moments de l'Allemagne du Sud-Est. Donc là aussi, il y a cette sorte de cristallisation qui se produit. Et même au XVIIIe siècle, il y a une architecture baroque qui n'est pas l'architecture baroque parisienne, qui apporte des inflexions particulières. Tout ça est le signe, je crois, d'une très forte prégnance de la part du lieu. Alors, le fameux génie du lieu, j'y crois vraiment beaucoup. Et je pense que Strasbourg a... on peut prendre des exemples, on vient d'en citer quelques-uns. Strasbourg a vraiment été une de ces rares villes de ces provoquant, autorisant ces convergences.
ce caractère européen, au fond, avant l'heure, là aussi, de la cathédrale, sachant que il est normal qu'il n'y ait pas eu un maître d'œuvre issu de Strasbourg, enfin qui aurait été strasbourgeois, ça va de soi, parce qu'il aurait été au chômage lui aussi pendant une période importante de sa vie, ou alors il serait allé comme les maîtres d'œuvre d'Ulm ou de Milan ou d'ailleurs, d'un chantier à l'autre, ce qui se passait souvent. Leur réputation faisait qu'on les appelait ailleurs. Donc le caractère même, je dirais, cosmopolite de ce creuset strasbourgeois qui se manifeste dans la cathédrale, dans ses styles différents, dans ses options esthétiques différentes, est sans doute le sémaphore le plus visible, le plus voyant de tout cela.